Tu m'entends, Bernard? Oui, très bien. Ah ben, très bien aussi. Super. Tu me vois ou pas? Alors, attends, Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Dans 2 minutes, on va commencer. J'attends les derniers arrivés. Ouais. Soufiane, Oui, Bernard. je disais tout à l'heure que Marie-Thérèse Metzger n'avait pas le lien, il faudrait lui renvoyer. Marie, ok. Je t'envoie son mail, Sofiane. Si tu veux, si tu peux, ouais, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Super. Madame Metzger. Ah, ça y est, elle a retrouvé le lien, me dit-elle. Ouais, parfait. Bon. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là et de faire de cette première session un succès pour ce premier webinaire parce que vous êtes plus de 100 à être inscrits. Donc, mesdames, messieurs, docteurs et professeurs, je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire élaboré en partenariat avec l'étude ILAB, CIPED Study et COSMED. Le thème de cette première session est les exigences méthodologiques pour éviter les biais de l'interprétation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux experts de renommée internationale, les professeurs Bernard Agulanu et Pier-Antonio Laverenziana, qui nous guideront à travers ce thème. J'espère que ce webinaire sera une ressource précieuse pour vous. Je vous encourage à participer activement à la discussion en posant vos questions aux experts dans le chat de la réunion. Monsieur Younes, ingénieur d'application et responsable UFX de Cosmet, reliera vos questions au fur et à mesure. Sans plus tarder, je cède la parole au professeur Agulanu et la Vénétienne. Merci, Soufiane. Vous m'entendez bien là? Oui, très bien. D'accord. Donc, merci à tous. Je suis ravi de voir que beaucoup de monde s'implique et s'intéresse sur ce sujet. Merci à Cosmed aussi. Alors, je les remercie pour plusieurs raisons. D'abord, d'organiser ces webinaires Cosmed. Si avec Pier-Antonio, on a accepté de travailler sur cette initiative française, puisque les webinaires Cosmed concernent l'Europe entière, mais je crois que c'est la première fois que ça se fait en France. C'est aussi parce que Cosmed nous a soutenus pour l'étude EFX post-Covid que l'on vient de terminer et qui a permis d'inclure 1200 patients et près de 1500 EFX qui sont en train d'être traités statistiquement. Donc, c'est une initiative auquel différentes fabricants de machines d'ergospiromètres ont contribué, et particulièrement Cosmed, qui nous a aidés financièrement en nous donnant un peu de sous, et qui nous a aidés aussi sur le plan méthodologique. Donc, je suis ravi de faire d'inaugurer ces webinaires Cosmed. Et pour cette inauguration, on avait choisi avec Pier-Antonio de faire deux choses. La première chose, c'était de faire quelque chose de très pratico-pratique, pas spécialement scientifique, mais simplement de faire un constat d'expérience. Et ce qui nous paraît important, c'est de dire, quand on fait une épreuve d'exercice, quelles sont les précautions qu'il faut prendre. On a eu l'occasion, en voyant les 1200 épreuves d'exercice de cette étude, on a vu qu'il y avait des façons de travailler qui étaient très diverses, selon les régions, selon les personnes. Et donc, ça nous paraissait important de redire des choses qui peuvent vous paraître un peu triviales, mais qui sont en fait absolument fondamentales pour pouvoir interpréter une épreuve d'exercice cardio-pulmonaire dans les meilleures conditions. Donc, ce premier webinaire sera centré sur des choses, entre guillemets, triviales, mais essentielles. Quelles sont les précautions d'usage? Donc, moi, je vais vous faire part de mon expérience
mon expérience, ce n'est pas la vérité vraie, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des expériences différentes, on peut avoir des avis différents sur la façon de faire. Et d'ailleurs, dans l'échange qu'on a eu avec Pier Antonio, on a sur certains points des divergences de pratiques. Et c'est intéressant aussi de connaître les divergences de pratiques de manière à adapter la vôtre pour que ça réponde le mieux possible à la finalité de l'épreuve d'exercice, c'est-à-dire aider à la décision médicale. Donc, ça sera un partage d'expérience et je vais pour ça utiliser un diaporama, vous montrer des exemples et vous dire un petit peu les points d'attention, les points de vigilance que très modestement j'ai pensé nécessaire de pointer. Ça n'exclut pas que vous pouvez vous aussi avoir des points d'expérience différents et qu'il est important de partager. Et Pier Antonio ne se privera pas de faire des remarques et de challenger éventuellement ce que je peux dire pour qu'on ait une discussion confraternelle entre les uns et les autres. Donc, dans un premier temps, je vais tâcher de partager mon écran et m'assurer que ça marche. Alors. Et bien évidemment, en attendant le partage d'écran de Bernard, je voulais remercier Cosmed, bien évidemment, et Bernard aussi, pour la confiance et pour ces deux webinaires. Et tout le monde, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je sais que c'est aussi des horaires particulières, en fait, 18h, 18h30. Merci parce que vous êtes nombreux, en fait, à participer. Et ça montre, comme Bernard l'a dit, l'intérêt pour le FX. Et je laisse la parole à Bernard pour qu'on commence. Il y aura beaucoup de challenges, Bernard, c'est vrai. OK, donc je commence. Hein. Donc, le premier webinaire, c'est justement les attentions méthodologiques pour éviter évidemment les biais d'interprétation. Le deuxième webinaire qui aura lieu début juin sera plus, on va dire, plus physiologique et plus scientifique en quelque sorte et concernera la réponse ventilatoire. Donc, voici ce que j'ai à vous dire. Alors, tout d'abord, vous dire que dans la littérature récente, là, j'ai mis 2 articles d'Alberto Neder de Kingston. C'est intéressant de voir que la littérature récente pointe 2 choses. D'une part, la littérature dit, tout le monde reconnaît que le CPET, le FX, c'est vraiment l'examen le plus complet, le plus informatif, le plus essentiel. Et pourtant, c'est probablement celui qui est le moins utilisé par rapport à d'autres explorations fonctionnelles. C'est en tout cas la seule exploration d'exercice qui donne autant d'orientation diagnostique. Néanmoins, dans les 2 articles que je vous ai cités ici, il est noté les causes d'erreur, les limitations, les mythes aussi et les faits, c'est-à-dire que dans l'interprétation de l'épreuve d'exercice, il y a aussi, comme dans d'autres domaines de la connaissance, parfois des idées qui circulent et qui ne sont pas forcément reconsidérées. Donc, il y a des mythes et il y a aussi des faits et on s'attachera dans les séminaires ultérieurs de démasquer les mythes et d'insister sur les faits physiologiques. Donc, l'objectif de cette réunion de ce soir, c'est justement de donner des trucs et astuces pour repérer, dans un premier temps, la méthodologie de réalisation. Donc, la méthodologie, vous la connaissez, hein, je vais dire des choses assez standards. L'épreuve d'exercice, c'est une situation où l'on met un sujet dans une situation de contrainte très standardisée et qu'il faut très standardiser pour pouvoir juger de la bonne ou de la mauvaise ou d'une différence d'adaptation des réponses physiologiques au cours de l'effort. Donc, ça commence toujours par un premier palier qui est un palier à puissance constante pour l'exercice, palier à puissance constante de 3 minutes qui idéalement pourrait être de 4 à 5 minutes parce que l'ajustement des réponses physiologiques se fait en moyenne entre 1 et 4-5 minutes selon la condition physique du sujet. Pourquoi 3 minutes, pas 2, pas 4, pas 5 ? Tout simplement parce qu'il faut essayer, pour des raisons de pratique clinique, d'avoir un temps d'examen qui soit raisonnable.
Donc, ça commence par un état stable. De manière conventionnelle, on fait 3 minutes, mais ça ne serait pas une ineptie de faire 4 minutes pour certains patients, voire 5, en sachant que ça va limiter évidemment la durée de l'exercice par la suite. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, on propose aux patients une puissance constante. Et là, il y a deux façons de faire une puissance croissante. La première, c'est de faire des paliers, comme c'est représenté dans cette figure. L'avantage des paliers, c'est que c'est on-off et que l'ergospiromètre donne quasi instantanément la puissance mécanique qui est affichée. L'autre méthode, c'est de faire des incréments plus progressifs de watt en watt. Avec une facilité apparente, il semblerait que ce soit mieux toléré, mais une difficulté, c'est la reproductibilité d'une séance à l'autre, parce qu'on ne sait jamais exactement quelle est la puissance qui a été réellement développée. Donc, il faut moyenner la puissance des 20 dernières secondes pour savoir dans la minute où on veut comparer le sujet d'un moment à un autre, quelle est la puissance qui a été réellement réalisée. Les investigateurs qui choisissent la rampe de manière progressive le font généralement en considérant que c'est plus facile et plus tolérable et donc réservent la rampe progressive à des patients faibles. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne option, en tout cas à titre personnel, pour des questions de reproductibilité et de bonne compréhension entre la puissance mécanique et la puissance métabolique. Personnellement, je préfère faire des paliers de 10 watts, ou de 15 watts, ou de 20 watts par minute et d'amener le sujet à la puissance maximale. Un petit mot sur le repos. Le repos, c'est une situation qui en fait n'est pas une situation de repos au sens métabolique du terme, parce que le sujet est assis sur un cycloergomètre dans une situation un peu stressante. Il y a souvent une variabilité de la respiration dans cette période-là, et certains investigateurs, comme Pierre Antonio, apprécient de faire du repos et donc en font une phase d'observation. Notamment Pierre Antonio, je vais lui laisser peut-être la parole pour commenter cette phase-là. Pierre Antonio considère que dans cette période de repos, on peut détecter des dysfunctional breathing qui vont ou pas se confirmer pendant la phase d'exercice. Ma position est différente. Ma position est de dire on s'affranchit du repos et on met les sujets en situation d'état stable, éventuellement plus prolongée, mais on s'affranchit de la période de repos car les mesures physiologiques, et pour le coup, nous sommes d'accord avec Pierre Antonio, les mesures physiologiques qui sont faites dans la période de repos, notamment la consommation d'oxygène ou le RER, sont généralement ininterprétables. Par contre, la ventilation, effectivement, peut donner des informations et je laisse à Pierre Antonio éventuellement le temps d'un commentaire sur cette période de repos. Alors, c'est vrai. Merci Bernard. C'est une expérience, en fait, comme tu disais, personnelle. C'est intéressant de voir un peu le profil ventilatoire en termes de volume courant, fréquence expiratoire, mais aussi de NTLA de CO2. Et bien évidemment, si on utilise aussi la transcutanée de CO2, d'avoir en fait, de voir un peu ce profil hyperventilant ou aberrant, en fait, dysfonctionnel, qu'on appelle comme ça, qui peut se présenter déjà au repos, qui n'a rien à voir avec le masque, l'embout ou le stress, en fait, l'anxiété qui est liée à l'effort et, comme Bernard disait, aussi à la pièce, parce qu'il faut considérer que vous avez un patient qui a un casque, un masque, etc., et qui a l'infirmier, qui a le médecin, pas mal de gens en fait autour de lui, et qui peut être stressé, bien évidemment, et on pourrait le voir. Et d'ailleurs, ce stress qui pourrait aussi s'atténuer lors de l'effort, et donc un profil ventilatoire qui va se modifier pendant l'effort et qu'on ne voit plus, ou d'ailleurs qui se confirme en fait, ou s'aggrave à l'effort. C'est pour ça que j'ai insisté un peu sur le repos pour cet aspect de respiration dysfonctionnelle qu'on pourrait déjà mettre en évidence au repos avec très très peu de minutes. Moi, j'utilise 6 minutes parce que je fais aussi des mesures de capacité inspiratoire, mais aussi et surtout parce que j'ai pas mal de patients dysfonctionnels en fait qui se révèlent déjà tels quels au repos.
Donc, vous voyez que sur ce choix-là, repos ou immédiatement état stable, on peut avoir des positions différentes. Je pense qu'effectivement, la période de repos peut être une phase d'observation sémiologique avec des paramètres ventilatoires, mais j'insiste encore pour dire que les mesures de VO2 ou de VCO2, ou en tout cas de RER au repos, ne sont pas justes et on a fréquemment des RER qui sont inférieurs à 0,7 au repos. C'est évidemment physiologiquement impossible puisque le RER ne peut pas être inférieur à 0,7 pour des raisons métaboliques. Donc, voilà un peu le schéma général. Repos, oui, non. Puissance constante, tout le monde est d'accord. Incrément, soit par palier, soit par rampe, pour ma part avec une préférence pour les paliers. Et puis, un point très important qu'on discutera par la suite, c'est l'observation de la récupération. Autant les cardiologues sont assez friands et même dans l'obligation légale de regarder l'électrocardiogramme en récupération, autant les pneumologues sont peu attirés par l'observation de la récupération. Et nous sommes bien d'accord avec Pierre Antonio que c'est sûrement quelque chose à corriger. Enfin, pendant cette épreuve d'exercice, il y a des mesures discontinues. Les mesures discontinues concernent principalement le recueil des symptômes, nous en parlerons tout à l'heure, et la mesure des gaz du sang, qui au mieux se fait de manière itérative, au moins à deux moments, à la fin de l'état stable. Pourquoi à la fin de l'état stable? Tout simplement parce qu'au bout de 3 minutes, on a un ajustement de la réponse ventilatoire, on a une homogénéisation ventilation-perfusion, le débit cardiaque s'est ajusté, la ventilation s'est ajustée, le pattern ventilatoire s'est ajusté, et donc on fait une photographie instantanée dans une situation stable et donc reproductible. Et puis, des gaz du sang à l'exercice maximal pour évidemment vérifier l'évolution des paramètres qui sont recueillis pendant les gaz du sang, incluant la lactatémie pour ceux qui dosent de lactate. Avec les gaz du sang capillaire, on a aussi la possibilité, bien sûr, de faire des gaz du sang intermédiaires à la demande, comme nous le verrons plus tard, puisque la manip est véritablement très rapide et très facile. Donc, les cardiologues ont l'habitude, vous voyez ce dernier papier, de déterminer ce qui les intéresse principalement. Ce sont des caractéristiques qui sont très intéressés par la cinétique de la consommation d'oxygène et ils essayent de traquer dans cette cinétique des paramètres qui peuvent donner des informations sur l'évolution de la maladie cardiaque chronique et notamment de l'insuffisance cardiaque, aussi bien dans la période d'échauffement, c'est-à-dire d'état stable, dans la rampe ou dans le recovery. Et les cardiologues ont une approche très particulière, très centrée sur le VO2, beaucoup moins sur la respiration et encore moins sur les gaz du sang. À ma connaissance, nous n'avons pas fait ce travail de comparaison dans chaque phase. Est-ce que chaque phase peut nous apporter des informations pour le management des maladies respiratoires chroniques? Pierre Antonio nous disait tout à l'heure que pour lui, la phase de repos était probablement informative et moi, je suis à cette écoute, bien sûr, même si je ne le pratique pas aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer de dérouler l'exposé en 5 étapes. Tout d'abord, quelles sont les précautions avant de réaliser le FX, c'est-à-dire au moment où on voit le patient en consultation? Qu'attendre de la phase de repos? On a déjà amorcé la question. Ensuite, pendant la puissance constante, comment on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? Qu'est-ce qu'on recherche? Pendant la puissance croissante, eh bien, il y aura 2 mots d'ordre. Le premier, c'est qu'il faut se coordonner pour que la réalisation des preuves d'exercice soit faite dans des situations très standardisées. Et là, je ne parle pas seulement de la standardisation de l'exercice, mais je parle de la standardisation de tout ce qui se passe dans la salle d'épreuve d'exercice. Pas de téléphone, pas de porte qui s'ouvre, ça doit être un scénario parfaitement rodé si on veut avoir une très bonne reproductibilité pour pouvoir suivre l'évolution de paramètres que l'on aura enregistrés à un moment ou à un autre au cours de l'évolution. Et puis l'anticipation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous en reparlerons tout à l'heure. Lorsque l'on est amené à avoir des patients à plusieurs reprises pour juger de leur évolution, il faut prendre des précautions méthodologiques pour pouvoir mesurer dans l'évolution des paramètres à des moments précis et avoir fait des mesures
en anticipant la dégradation, par exemple. Et la récupération, on en dira un mot parce que c'est probablement un domaine sur lequel nous devons, nous, pneumologues en tout cas, être plus attentifs qu'on ne l'était jusqu'à présent. Donc, les précautions avant le FX, ça va être très simple. Expliquer le déroulement de l'examen. Le patient arrive dans une salle, voit un docteur, une infirmière, des machines, c'est déroutant. Et donc, c'est très important de dire comment ça va se passer pour conditionner le patient à un environnement qui ne soit pas trop stressant, d'autant plus que l'on va demander pendant l'examen, qui est une contrainte, à ce patient d'exprimer des symptômes en termes d'intensité et parfois même en termes d'affect. Donc, il faut s'affranchir de toutes les motivités le mieux possible et l'explication de l'examen est un élément fondamental. Il se fait au cabinet, dans la salle de consultation. Et puis, un autre élément en termes plus exactement de management du résultat, c'est qu'il est toujours très intéressant pour rendre cet examen opérationnel de dire au patient voilà ce que l'on va attendre, quelles sont les conclusions, les hypothèses que je fais, de manière à ce que les conclusions que vous allez pouvoir lui proposer aient déjà été anticipées dans son esprit, et notamment s'il s'agira plus tard de dire qu'il y a un déconditionnement, ou il y a la nécessité de reprendre une activité physique parce qu'il n'y a pas de maladie, mais simplement de la dysfonction, eh bien, admettre la dysfonction, ça nécessite de la répétition. Et donc, la première répétition, c'est au moment où on prépare le patient à l'examen, de lui dire ce qu'on en attend, de manière à ce que les conclusions que l'on fera plus tard portent véritablement leur effet. De manière très technique, il faut préciser ou pas de maintenir les traitements, les bronchodilatateurs avant de faire l'effort, ou les bêta-bloquants, etc., etc. Un point qui me paraît très important, c'est de s'affranchir de l'incoordination motrice d'un sujet sur cycloergomètre. On met le sujet sur un ergomètre dont il n'a pas forcément l'habitude, et en tout cas sur lequel il n'a pas l'habitude de faire un effort maximal. Donc il y a des sujets qui ont une incoordination motrice parce qu'ils n'ont jamais fait de vélo. C'est le cas, par exemple, de patients qui sont de cultures différentes, qui ne font pas du vélo, des femmes, par exemple, qui viennent d'Afrique, du Maghreb, ne font pas particulièrement de vélo. On va les tester et on va essayer d'avoir des conclusions sur ce qu'elles ressentent. Il faut d'abord s'affranchir, les habituer à faire un peu de cycloergomètre de manière à pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes, bien évidemment, les sujets qui sont dénutris, fatigables. Il faut d'abord les réentraîner un peu avant de faire une épreuve d'effort cardio-pulmonaire de manière à pouvoir s'affranchir de mouvements erratiques, d'incoordination, de dépenses métaboliques liées à une incoordination motrice. Donc, qu'attendre de la phase de repos? Je crois qu'on a déjà beaucoup dit les choses là-dessus. La phase de repos, donc, on peut avoir des postures différentes. La phase d'état stable est assez intéressante et les cardiologues s'y sont beaucoup intéressés. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est jamais le repos, en fait. C'est le repos sur le plan de l'exercice, mais il se passe plein de choses. La fréquence cardiaque peut évoluer, elle peut augmenter, les gens peuvent faire un peu de tachycardie, il peut y avoir une hyperventilation qui se déclenche dès le repos, et ce qui va modifier profondément, évidemment, le RER. Il peut y avoir un pic d'hypertension artérielle. Donc, le repos, c'est principalement contrôler l'ECG et la pression artérielle pour être sûr qu'avant de commencer l'exercice, il n'y a pas un risque particulier, ou si ce n'est un risque, un point de vigilance particulier. Et puis, c'est de regarder, comme le suggère Pierre-Antonio, la présence d'une respiration dysfonctionnelle au repos qui pourrait s'atténuer à l'exercice ou qui pourrait s'amplifier à l'exercice. La mesure de la consommation d'oxygène au repos n'a pas d'intérêt, car en fait, là, on est dans le domaine de la calorimétrie indirecte, et la calorimétrie indirecte, ça se fait dans des situations de repos strict, c'est-à-dire chez des sujets qui sont détendus, et là, on veut mesurer véritablement une dépense métabolique. On connaît la dépense métabolique de repos, elle est estimée entre 3,5 et 4 à 5 millilitres d'O2 par kilo et par minute, et en termes de portée diagnostique, il n'y a pas, à mon sens, peut-être que vous pouvez avoir un avis différent,
de raison de mesurer la consommation d'oxygène de repos sur un cycloergomètre. Ce qui peut être intéressant, par contre, au moment de l'état stable, c'est de regarder cette cinétique de consommation d'oxygène. Cette figure vous montre effectivement d'emblée qu'un sujet sain, lorsqu'on lui impose une puissance mécanique, va très rapidement adapter sa puissance métabolique et on va avoir un plateau de la puissance métabolique qui va apparaître très tôt, en général au bout de 1 minute chez les sujets sportifs, et en moyenne au bout de 2 à 3 minutes chez les sujets sains non pathologiques. Par contre, chez les patients atteints d'une maladie chronique, qu'elle soit respiratoire ou cardiaque, parfois, au bout de 4 à 5 minutes, on n'a pas encore atteint le plateau d'oxygène qui correspond, de consommation d'oxygène qui correspond à la puissance mécanique. Et cette inadaptation, ce mauvais ajustement de la puissance métabolique et la puissance mécanique est évidemment très intéressant parce que ça témoigne d'un mauvais ajustement métabolique et cardio-circulatoire à l'exercice. Et ceci sera confirmé par la suite dans la cinétique de l'exercice en rampe. Certains auteurs, comme l'équipe de Wasserman et de Wipp, ont proposé une équation pour estimer la consommation d'oxygène dans une situation de plateau, de steady state, et notamment de repos. L'équation qu'ils ont proposée, qui est dans le livre FX que vous avez probablement tous sous le coude, en fait, cette équation, elle n'est pas tout à fait juste parce qu'elle suppose, quand on regarde dans le détail, elle suppose que le rendement de l'exercice sur cycloergomètre serait de 28%. Or, le rendement sur un vélo est en général, en moyenne, de 20 à 22%, jamais plus. Donc, un rendement de 28% sur vélo, ça n'existe pas. Et donc, cette équation surestime la valeur du VO2 de plateau. Donc, c'était simplement pour annoncer et pour introduire la notion que le rendement métabolique est aussi une information intéressante qui peut participer à l'orientation diagnostique. Vous avez sur ce tableau que vous avez aussi dans le livre, page 41 là, de l'exercice, la puissance mécanique à gauche et vous avez le VO2 qui est attendu et qui a été mesuré à des puissances constantes pour des rendements différents, de 18 à 24, sachant que la majorité des sujets ont des rendements de l'ordre de 20 à 22% chez les sujets sains. Et donc, ça vous permet de voir, par exemple, qu'à 100 watts, en état stable, de 4 à 5 minutes, le VO2 à 100 watts est aux alentours de 1,7 litre, 1,6 litre. Par contre, dans un exercice incrémental, parce que la consommation d'oxygène n'a pas le temps en 1 minute d'atteindre le niveau de la puissance mécanique, évidemment, le VO2 ne correspond pas à la puissance mécanique et on a donc un VO2 qui est inférieur à la consommation d'oxygène atteint en état stable. Et donc, pour des pentes qui sont en moyenne de l'ordre de 10 millilitres d'O2 par minute, le VO2 est de 3 litres 300, 1 litre 300 à 1 litre 400. Et ce tableau vous donne une indication de ce que vous devez retrouver sur l'exercice incrémental. Donc voilà un exemple très simple d'un sujet de 60 ans très athlétique qui fait 330 watts. Et vous voyez sur ce graphique, immédiatement, au bout d'1 minute, d'état stable à 100 watts, on démarre à 100 watts parce qu'on sait que ce sujet va faire 300-350 watts, on démarre à 100 watts. On pourrait rester à 100 watts plus longtemps, mais ça n'est pas la peine puisqu'il a largement atteint un état stable de VO2 et d'ajustement de la ventilation. Et donc, l'incrément ensuite démarre de 20 watts en 20 watts pour atteindre les 330 watts, qui est sa puissance mécanique maximale. Donc, je passe là-dessus. Pour la puissance croissante, donc voilà, je voulais tirer votre attention sur plusieurs points physiologiques qui vont nécessiter de regarder les courbes. Première notion, la consommation d'oxygène augmente de manière linéaire par rapport à la puissance mécanique qui augmente de manière linéaire. On augmente des watts de watt en watt, il y a une augmentation linéaire de la puissance mécanique et il y a donc
une augmentation linéaire de la puissance métabolique. Vous voyez sur l'état stable ce que nous avons vu précédemment, l'ajustement très rapide de la consommation d'oxygène, et la pente est parfaite. Deuxième observation, vous observez que chez ce sujet très entraîné, la ventilation décroche au cours des 2 derniers paliers d'exercice. Et vous voyez qu'il y a une augmentation assez brutale de la ventilation, mais qui ne fait pas dériver du tout la consommation d'oxygène. La consommation d'oxygène est indépendante du débit ventilatoire. Donc, c'est un point très important qui permet de valider que votre mesure de consommation d'oxygène est correcte. Autre point, en récupération, la fréquence cardiaque qui est en noir chute immédiatement en même temps que le débit ventilatoire et que la consommation d'oxygène. Il n'y a plus de dépenses mécaniques, la dépense métabolique diminue instantanément, ainsi que la ventilation et ainsi que la fréquence cardiaque. Et cette diapositive ne le montre pas, mais on pourrait aussi dire que le débit ventilatoire, composé de fréquence respiratoire et de volume courant, diminue aussi instantanément dès l'arrêt de l'exercice. Si j'insiste sur ce point, c'est que ça n'est pas toujours comme ça et qu'il faut évidemment observer les variations de cette décroissance en récupération qui peuvent nous donner des orientations diagnostiques. Donc, quand on a un sujet comme celui-là, que l'on voit en 2021 et que l'on suit une fois par an, c'est un sujet qui par ailleurs a un asthme stabilisé. Et en 2024, on revoit ce sujet, il fait toujours 330 watts, il va toujours bien, il se plaint de rien, il fait son test d'effort parce qu'il aime bien faire de l'exercice et que nous, ça nous permet d'avoir un étalonnage de nos machines régulièrement par des sujets sains qui sont très reproductibles. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe cette fois-ci? On observe que la consommation d'oxygène en rouge plafonne, voire même diminue un peu au cours des 2 derniers paliers d'exercice. Si vous regardez simplement le rapport, vous allez voir un VO2 qui va être cohérent à quelque chose près avec la puissance mécanique et vous n'allez pas voir une grande différence. Si vous regardez attentivement la cinétique, vous allez repérer ce plafonnement de la consommation d'oxygène. Si c'est la première fois que vous voyez ce sujet, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, c'est bizarre, c'est pas normal. Donc, il faut dire 3 choses. Premièrement, c'est un sportif, il a son plateau de VO2. Plateau de VO2. Deuxièmement, vous allez dire, il y a une erreur de mesure. Troisièmement, vous allez dire, il y a une chute du débit cardiaque, ou en tout cas, le débit cardiaque ne s'ajuste pas au cours des 2 dernières minutes d'exercice. Donc, vous voyez que le challenge est quand même très important. Donc, si c'est la première fois où vous voyez ce sujet, avant de faire une coronarographie, qui est quand même le problème le plus important, vous allez recontrôler, vérifier que c'est reproductible. Et si c'est reproductible, vous allez, pour les hypothèses que nous avons évoquées, faire une coronographie. En l'occurrence, c'est une sténose du tronc commun chez un sujet totalement asymptomatique avec un électrocardiogramme normal. Et si cette coronographie a été faite immédiatement après le test d'effort, c'est simplement parce qu'on avait la notion dans les années précédentes d'une cinétique parfaitement régulière et qui était très reproductible. Voilà un autre exemple d'une patiente qui, cette fois, a une maladie obstructive pulmonaire, qui a été vue en 2022. Vous voyez que lors de l'état stable, elle met plus de temps à équilibrer sa consommation d'oxygène avec la puissance mécanique, que la consommation d'oxygène en rouge augmente de manière globalement linéaire, chute rapidement en fin d'effort, ainsi que le débit ventilatoire en vert, et vous voyez que le débit ventilatoire est augmenté essentiellement par l'augmentation de la fréquence respiratoire. L'augmentation du débit ventilatoire, vous le savez, est essentiellement liée à l'augmentation du volume courant dans un premier temps qui atteint un plateau à l'exercice maximal, et le relais se fait, si l'exercice est soutenu suffisamment, par l'augmentation de la fréquence respiratoire. Donc, ce pattern ventilatoire peut apparaître comme globalement acceptable, normal. Le voilà avec le même avec le volume courant. On observe donc sur ces courbes, ce que nous ne disent pas les chiffres, mais ce que nous disent les courbes,
une certaine fluctuation du volume courant au cours de l'exercice, une certaine instabilité qui n'est pas majeure, mais fluctuation de la fréquence respiratoire. Globalement, on peut dire que le pattern ventilatoire est respecté, avec néanmoins un ajustement qui n'est pas aussi serré, aussi rigoureux que celui d'un sportif lambda ou d'un sportif de haut niveau. Donc, on a un pattern relativement harmonieux. Quand on revoit cette patiente en 2024, on observe toujours à peu près la même consommation d'oxygène, la même hyperventilation d'exercice, mais cette fois-ci, il y a une inversion du pattern ventilatoire. Et l'on voit cette fois-ci que la fréquence respiratoire chute et que le débit ventilatoire est essentiellement lié à une augmentation brutale du volume courant. Ça pose des questions. Ça pose des questions d'ordre diagnostique, et on ne va pas en débattre aujourd'hui, mais simplement pour vous montrer qu'il ne s'agit pas simplement de regarder le pattern de la ventilation en termes de VE, il faut aussi regarder ces deux déterminants et d'un moment à un autre, vérifier que ces deux déterminants évoluent d'une manière identique ou, dans le cas présent, d'une manière différente, ce qui fait poser des hypothèses physiopathologiques pour cette patiente en 2024 et on vous donnera la solution lors du prochain webinaire. Alors, si je vous ai montré ce pattern ventilatoire particulier, c'est aussi pour porter l'attention sur le retentissement de ce pattern ventilatoire sur la consommation d'oxygène. Qu'est-ce que vous observez sur cette courbe? La consommation d'oxygène augmente de manière globalement linéaire et à un moment, avec la ventilation, et à un moment donné, la ventilation augmente brutalement et vous voyez un truc absolument ahurissant, c'est que la consommation d'oxygène suit le débit ventilatoire. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que la consommation d'oxygène ne suit jamais le débit ventilatoire. La conséquence de ce phénomène que l'on observe, c'est le suivant. C'est que si la pente VO2 est prise, comme je l'ai indiqué sur ce graphique, en pointillé de manière sur toute la partie de l'augmentation de la consommation d'oxygène, on a une pente qui est aux alentours de 7,8 millilitres d'O2 par watt, ce qui effectivement est faible. Par contre, si la pente est tracée avec le pic de VO2, qui est un pic artefactuel, eh bien, on se retrouve avec une pente strictement normale. Donc, d'une part, vous introduisez deux erreurs. Une première erreur sur la valeur du VO2 pic et une deuxième erreur sur la valeur réelle de la pente VO2 watt, qui peut avoir une importance diagnostique. Donc, alors, vous allez dire, mais oui, mais pourquoi le VO2 est comme ça? Alors, il y a des raisons métrologiques. On observe dans les systèmes de cycle à cycle, tous les systèmes de cycle à cycle n'ont pas la même performance, n'ont pas les mêmes modalités de calcul, notamment du débit ventilatoire, n'ont pas aussi la même modalité d'ajustement des fractions en oxygène avec le débit ventilatoire pour calculer la consommation d'oxygène. Et on observe assez régulièrement que des modifications brutales du pattern ventilatoire vont leurrer la machine et vont générer des valeurs de VO2 qui sont artefactuelles. Donc, faites très attention lorsque vous voyez ce genre de phénomène, de ne pas prendre la valeur pic de VO2 pour argent comptant et d'avoir un esprit critique sur ces courbes parce qu'il peut y avoir une incidence diagnostique non négligeable dans certaines circonstances. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les observations de la phase incrémentale. Donc, en résumé, sur cette phase incrémentale, il y a le paramètre le plus sensible, et on va dire le plus trompeur, c'est la consommation d'oxygène. Parce que la consommation d'oxygène, elle résulte d'un calcul. Elle résulte d'un calcul qui associe des mesures de débit ventilatoire et qui associe des mesures de fraction de gaz. Et la mesure du débit ventilatoire, là aussi, elle résulte d'un calcul. Et toutes les machines ne le calculent pas de la même manière. On ne rentrera pas dans le détail, vous aurez probablement des propositions de Cosmed qui montrera comment leur machine calcule le débit ventilatoire et vous aurez probablement d'autres
fabricants qui vont vous montrer des modalités du calcul du débit ventilatoire qui vont être différentes. Certains vont avoir des débits ventilatoires instantanés, d'autres vont avoir des débits ventilatoires moyennés. Il y a des modalités différentes et il faut être assez attentif à ce que l'on mesure. Donc, je voulais porter cette attention sur la consommation d'oxygène et puis porter aussi votre attention sur l'observation absolument essentielle du pattern ventilatoire pendant la phase incrémentale. Donc, je poursuis sur cette phase incrémentale pour reprendre un thème que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est l'anticipation. Quand on a des sujets dont on sait qu'on va les revoir de manière régulière, comme par exemple dans le cadre d'une fibrose pulmonaire évolutive, dans le cadre d'une maladie cardiaque chronique, il est très important que l'exercice soit réalisé dans des conditions reproductives. Et j'insiste sur le fait que la scénographie doit être la même la deuxième, la troisième ou la quatrième fois que la première. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une répartition des rôles, qui fait le gaz du sang, qui appuie sur le bouton, qui pose l'échelle de bord, celui qui interroge l'échelle de bord, comment il l'interroge, est-ce que c'est toujours de la même manière, chacun sa façon d'exprimer, on verra l'échelle de bord, comment il faut la distribuer. Il faut absolument que les rôles soient répartis. Au-delà de la scénographie, il est important de noter la hauteur de la selle. Parce que des sujets qui sont dyspnéiques, en fonction de leur morphologie et de la hauteur de selle, peuvent avoir de la dyspnée essentiellement modifiée par des modifications de la hauteur de selle. La hauteur de selle peut aussi modifier la valeur de VO2 parce qu'elle peut modifier la dépense métabolique simplement en ajoutant une charge mécanique supplémentaire, comme vous allez le voir sur une vidéo que je vais vous montrer dans quelques secondes. Le deuxième point important en termes de comparaison, c'est d'avoir un protocole incrémental qui soit identique. À mon sens, mais on peut être d'un avis différent, quand on veut voir un sujet de manière répétitive, il vaut mieux avoir des paliers que des rampes progressives. Alors ça peut se discuter, il y a des papiers là-dessus qui sont assez anciens, méthodologiquement, il y a des questions qui se posent sur justement la reproductibilité d'un palier. En fait, les puissances sont des puissances qui sont liées à des influx électromagnétiques sur un frein électromagnétique. Et il semble que les paliers soient plus fiables que la pression régulière. Mais ça, ce sont des problèmes métrologiques un peu complexes. Ensuite, je l'ai déjà dit, anticiper les mesures discontinues de manière à pouvoir avoir des mesures discontinues à des puissances sous-maximales qui peut-être la deuxième ou la troisième fois deviendront des puissances maximales et permettront cette fois-ci de dire, par exemple dans le cadre d'une fibrose pulmonaire, que ce sujet, certes, il a une puissance un peu moindre, mais à puissance identique, il a la même consommation d'oxygène, ce qui est habituellement le cas. Par contre, il peut avoir un gradient en oxygène plus élevé à même puissance identique, ce qui peut précéder la baisse de la DLCO, notamment dans les pathologies fibrosantes évolutives. Donc voilà une diapositive avec un film. J'espère que vous voyez le mouvement de ce monsieur. Vous voyez, il est obèse. Et donc, il a un abdomen qui est important. Il a évidemment des cuisses qui sont volumineuses. Donc, le coût métabolique du pédalage va être très important pour lui et va s'ajouter à la puissance mécanique qu'on lui impose par le cycloergomètre. Donc, le volume des cuisses, bon, on ne peut rien y faire, évidemment. Mais par contre, le volume de l'abdomen et le poids de l'abdomen sur la cuisse, c'est une charge mécanique supplémentaire et c'est la raison pour laquelle il faut que ce sujet pédale en ayant la jambe quasi étendue à chaque fois et pas être à plier la deuxième fois alors qu'il avait la jambe étendue la première. Et ces variations de consommation d'oxygène et même de pattern ventilatoire liées à l'appui de la masse abdominale sur la cuisse, ce n'est pas négligeable, loin du tout. Et donc, il faut faire très attention.
Et je le dis notamment pour ceux qui explorent dans leur thématique favorite des sujets qui sont en surcharge pondérale. Donc, je passe là-dessus. Alors, les symptômes. Donc, les symptômes, là, je vais laisser la parole davantage à Pierre Antonio, puisque sa thématique de recherche principale, c'est la dyspnée. J'insiste simplement sur l'échelle de dyspnée, qui est le Borg, qu'il faut présenter d'une manière identique à chaque fois. Il ne s'agit pas de montrer le papier au bout d'une main sur le côté. Il faut que le papier soit en face du sujet, positionné de la même manière. Et il faut, vous le verrez sur cette diapositive, il faut que l'échelle de Borg soit celle qui a été validée dans la littérature, c'est-à-dire avec le maximum à 10 en haut et le minimum à 0 en bas. Et je laisse la parole à Pierre Antonio pour justement la consigne et la façon dont la consigne doit être donnée. Oui, merci Bernard. En fait, c'est très important d'expliquer avant le test, l'épreuve d'effort, l'échelle. Donc, de bien expliquer qu'est-ce que c'est déjà la dyspnée pour avoir une bonne réponse. Et des fois, c'est vraiment très difficile pour le patient de comprendre aussi ce qu'on dit, de faire des exemples, de montrer et donc de permettre aux patients de familiariser avec cette échelle. 0, qu'est-ce que ça veut dire 0? Qu'est-ce que ça veut dire 10? Vous voyez qu'à côté de chaque chiffre, il y a aussi des mots. Et donc, il faut aussi, bien évidemment, que le patient puisse avoir le temps nécessaire pour familiariser. 0, c'est rien, 10, c'est le maximum, donc c'est le pire, la sensation la plus intense, la plus gênante. Mais 5, c'est déjà sévère. Donc, il y a des patients qui font confusion entre le 5 parce que c'est sévère avec 10 qui est déjà qui est maximum. Parce que le mot sévère, bien évidemment, peut être interprété comme maximal. Donc, il faut faire attention, il faut prendre son temps, en fait, pour bien expliquer les choses. Et surtout pendant l'effort, comme Bernard le disait, en fait, donner le temps aussi et surtout ne pas changer le sens, la direction de l'échelle. Par exemple, on a vu pas mal de laboratoires où l'échelle entre 0 et 10, le 0, ce n'est pas en bas, mais c'est vers le haut et vice-versa. Il faut être en fait, il faut montrer l'échelle du 0 en bas vers le 10 vers le haut et la garder en fait tout le temps comme ça. Je ne sais pas, Bernard, si tu veux dire. Mais ça, c'est très important. Et puis, la question qu'il faut bien poser aux gens, il faut bien leur dire à ce stade-là, quand on leur explique, on va dire, on va mesurer l'intensité de votre essoufflement ou l'intensité de votre fatigue. Bien sûr. Donc ça, c'est important de bien montrer l'intensité. Ça brûle plus ou moins. C'est plus ou moins douloureux. C'est vraiment l'intensité. Ce n'est pas l'affect. Il y a certains investigateurs, dont Pierre Antonio, qui testent des échelles pour mesurer la dimension affective. Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que ça vous oppresse? Non, non. Là, on est dans une mesure d'intensité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que cette échelle a une très bonne reproductibilité intra-individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui, pour des efforts modérés, vont mettre déjà 4, mais ils répondront toujours 4. De même qu'il y a des sujets qui mettront toujours le doigt entre deux chiffres, parce que par nature, ils sont toujours entre deux choses, ils sont indécis. Et cette indécision-là, on la retrouve de manière répétitive. Donc, quand elle est bien administrée, quand elle est bien expliquée, c'est un élément précieux parce qu'on peut du coup faire une correspondance entre l'intensité des symptômes qui a été notifiée et les réponses physiologiques éventuelles. Et puis le dernier point méthodologique que je voulais dire, c'est que, notamment pour les indécis, quand on fait l'échelle de Borg au tout début, soit au repos, soit en situation d'état stable, il faut dire aux gens qui répondent tout de suite, sans réfléchir. Ils ont réfléchi avant, ils l'ont lu, ils ont compris. Vous avez vérifié qu'ils ont compris ce que voulait dire 10, ils ont compris ce que voulait dire 0. Vous leur laissez le temps de lire les chiffres, vous leur laissez le temps de lire les mots,
vous leur laissez le temps de découvrir que sur certains chiffres, il n'y a pas de mots. Et quand ils se mettent à répondre, il faut qu'ils répondent vite, tout de suite. Autre point important, quand vous leur posez la question, indiquez l'intensité de votre essoufflement, vous leur dites avant, sans ralentir, parce que souvent les gens s'arrêtent en faisant ça, vous mettez la main sur le genou et vous continuez à donner le rythme. Sans ralentir, indiquez votre essoufflement, l'intensité de votre essoufflement. Sans ralentir, indiquez et vous appuyez sur la jambe pour maintenir le rythme de pédalage. Ça, c'est très important parce que ça assure la reproductibilité de l'échelle de Borg. Donc, voyez ce sujet, je ne sais pas si vous voyez, sur l'échelle, vous faites votre essoufflement. Voilà, il pédale, il le fait immédiatement. La fatigue musculaire. Parfait. Voilà, on continue. Et ensuite, on dit, maintenez le rythme, continuez, concentrez-vous sur vos jambes. Et on demande aux gens de se concentrer essentiellement sur leur rythme de pédalage. Quand on leur demande de se concentrer sur le rythme de pédalage, on fait attention effectivement qu'il soit régulier. Et on fait attention, surtout chez les patients qui ont des maladies obstructives pulmonaires, qui ne contractent pas les épaules. Détendez les épaules, vous mettez la main sur les épaules, détendez les épaules, concentrez-vous sur votre pédalage. Et les gens regardent le pédalage. Ensuite, je continue là-dessus sur des petites choses très pratico-pratiques, les gaz du sang. Donc les gaz du sang, évidemment, quand on est très intéressé par l'échelle de Borg, si possible, il faut le faire avant l'échelle de Borg, parce que les gaz du sang, même s'ils sont faits avec vélocité, comme dans la vidéo que je vais vous montrer, le gaz du sang capillaire, ça prend 10 secondes, 10 à 15 secondes au maximum. Donc, quand les gaz du sang sont bien faits, ça ne fait pas mal, mais néanmoins, certains sujets sont un peu stressés. Donc, il faut faire le gaz du sang, mais avant, j'ai dit une bêtise, là, c'est avant le Borg. Ouais, il faut faire le Borg et faire les gaz du sang parce que certains sujets peuvent être perturbés par la perception d'une piqûre et peuvent faire une confusion entre la gêne qu'ils ont eue au moment de la piqûre et la perception de la dyspnée. Donc là, je vous montre une petite vidéo pour simplement vous montrer, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, que c'est quand même très rapide. Donc, vous avez préparé l'oreille avec une pommade révulsive au moins 10 minutes avant pour que l'oreille soit bien chaude, parfois un peu douloureuse, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et vous voyez qu'il faut appuyer sur l'oreille comme un téton, il ne faut pas écraser le lobe de l'oreille, surtout pas. Il faut aspirer, faire comme sur un téton, mais il faut pas compresser l'oreille. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Donc, du fait que ce soit très rapide, c'est facilement reproductible. On peut en faire 2 à 3 gaz du sang, au minimum de gaz du sang pour cet exercice. Et cet aspect, Bernard, est particulièrement important parce qu'il ne faut pas en fait faire une compression. Comme tu le disais, en fait, c'est plutôt, il faut, si nécessaire, masser, mais pas comprimer. Donc, ça, c'est important, c'est très important parce qu'on peut modifier largement la mesure des variables en fait, qu'on va obtenir. Voilà, exactement. Donc, petit point technique, quand vous mettez un masque, faites gaffe parce que de temps en temps, le masque, la lanière du masque va bloquer l'oreille et la technicienne va être bien embêtée pour faire son geste de pression de l'oreille de manière correcte. Et donc, la sangle du masque ou le choix du masque doit aussi prendre en compte la disponibilité du lobe de l'oreille. Et il ne faut pas découvrir ça une fois que le test a commencé. Donc ça, c'est des choses très pratico-pratiques. Enfin, la dernière partie, c'est la récupération. Donc la récupération, comment? On a déjà vu que la récupération, les cardiologues ont des recommandations réglementaires, parce qu'il peut y avoir des ischémies tardives. Donc c'est très important d'avoir un électrocardiogramme au moins 3 minutes après la fin de l'exercice et d'avoir aussi des prises de pression artérielle. En général, c'est de 3 à 6 minutes. En FX, on se contente en général de 3 minutes.
Et il faut qu'on observe la cinétique des variables, VO2, fréquence cardiaque, celles que nous avons vues précédemment. Et donc, on voit 3 circonstances. La première, c'est celle qu'on a déjà décrite, c'est la décroissance quasi immédiate de tous ces paramètres. Et puis, de temps en temps, on voit des décroissances qui sont lentes, de l'un ou de l'autre. Alors, les cardiologues ont l'habitude de regarder la décroissance de la fréquence cardiaque, puisque le temps de décroissance de la fréquence cardiaque est un facteur pronostic de mortalité, que l'on ait ou pas une maladie coronarienne. Donc, les cardiologues ont cet indice dans leur tête et ça fait partie de leurs paramètres, de même que la pression artérielle. Mais en ventilation, c'est la même chose et je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, il y a de temps en temps des phénomènes de rebond qu'il est intéressant de noter et que l'on peut observer uniquement si on se donne le temps de regarder la récupération. Donc, dans les tests d'exercice qu'on a supervisés, les 1200, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'investigateurs qui, dès que l'effort était fini, enlevaient l'embout buccal ou enlevaient le masque et on n'avait pas 10 secondes de récupération. C'est dommage parce qu'on se prive d'informations parfois très importantes. Donc, voilà une jeune femme très sportive, comme l'atteste la régularité de sa ventilation et de sa consommation d'oxygène, la chute immédiate de la fréquence cardiaque, de la ventilation et de la consommation d'oxygène. Elle est néanmoins dyspnéique et notamment elle tolère mal l'exercice. Quand elle fait un exercice intense, elle ne récupère pas comme les autres. Dans un contexte que je ne vous décrirai pas puisqu'on en fera peut-être un cas clinique prochainement. Et vous regardez, c'est la même. Vous regardez la décroissance de la ventilation, mais là, qu'est-ce que vous observez? Que le volume courant, on ne le voit pas sur cette diapositive, mais que la fréquence respiratoire chute immédiatement et ensuite il y a un rebond de la fréquence respiratoire. Et la fréquence respiratoire reste élevée. Si vous regardez la fréquence respiratoire à 3 à 4 minutes, elle est la même, vous voyez ma flèche, elle est la même quasiment qu'au niveau de la fréquence respiratoire sur l'avant-dernier palier. Donc vous imaginez bien que ce halètement post-exercice est probablement responsable de la plainte. Et toute la question, c'est de savoir pourquoi il y a un halètement post-exercice. Et la solution, on vous la donnera dans le prochain webinaire. Comme ça, vous viendrez. Voilà un autre exemple d'intérêt d'observer la ventilation. Donc, vous voyez, ça, c'est une maladie obstructive pulmonaire. On observe une augmentation de la ventilation et de la fréquence respiratoire et on observe un plafonnement de VT qui peut arriver de manière physiologique, mais qui n'est pas physiologique et ce qui est très indicatif de la présence pendant l'exercice d'une distension thoracique significative, c'est la libération du volume courant. Dès que la fréquence respiratoire chute, le volume courant se libère et on observe un ressaut du volume courant. Ce signe du ressaut du volume courant n'a aujourd'hui pas été décrit dans la littérature. Comment? Comment? Ah, bon, je n'ai pas compris. Donc, ce signe du ressaut du volume courant n'a pas été décrit aujourd'hui dans la littérature, mais les investigateurs un peu attentifs ont déjà repéré que c'était un bon signe pour attester d'une distension thoracique dynamique pendant l'exercice. Et il reste à savoir si l'ampleur du ressaut du volume courant est proportionnelle à l'ampleur de la distension thoracique, ce qui fera probablement l'objet de publications ultérieures. Donc voilà un autre exemple de rebond du volume courant chez un autre patient. Donc vous voyez déjà que la fréquence respiratoire est un peu oscillante avec une dysrythmie légère qui tend à s'atténuer lorsque la fréquence respiratoire augmente beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Effectivement, que le volume courant plafonne, la fréquence respiratoire prend le relais, mais dès que la fréquence respiratoire chute, le volume courant augmente. C'est parce qu'il existait une distension thoracique dynamique per exercice. On peut observer aussi un autre phénomène qui est le rebond de VE en fin d'effort. Là, contrairement à ce qu'on avait observé précédemment, le débit ventilatoire, au lieu de chuter, augmente à la fin de l'effort. D'accord? Pourquoi il augmente? Est-ce que il augmente là par l'augmentation de la fréquence respiratoire? On voit bien le VT en noir qui chute
le VE qui augmente, simplement parce qu'en post-exercice, on ne voit pas ce que l'on voit habituellement, la chute immédiate de la fréquence respiratoire et au contraire, une augmentation brutale de la fréquence respiratoire au moment de la récupération. Ça donne des orientations diagnostiques sur des causes que nous discuterons ultérieurement. Donc, vous voyez que l'observation des phénomènes, indépendamment des causes, nous amène à penser, à faire des hypothèses. Et en tout cas, il faut se donner les moyens de les observer parce que ce n'est pas dans les rapports configurés. Est-ce que, Pierre-Antonio, tu as quelques commentaires là-dessus? Non, tu l'as bien expliqué. Bon, d'ailleurs, bien évidemment, on va utiliser le prochain webinaire pour essayer de répondre à certaines questions, alimenter la discussion. Moi, je trouve que la phase de récupération est malheureusement mal, comment dire, utilisée par les pneumologues qui font le FX. Tu l'as bien dit, hein, les cardiologues l'utilisent beaucoup pour des raisons pronostiques, mais on sait très bien que dans certaines pathologies, notamment l'hypertension pulmonaire, par exemple, Alberto Neder a montré que la récupération de l'intervalle de CO2, par exemple, chez l'HTAP, et même chez le patient atteint de HTP post-embolique, faut avoir une valeur, un rôle pronostique intéressant, alors que le CIPET, le FX en pneumologie, les pneumologues qui font le FX font moins attention à la phase de récupération. C'est dommage parce que c'est vrai que quand tu le montres très très bien, on peut avoir des infos intéressantes et importantes comme ces variations, en fait, anomalies en termes de volume courant et de fréquence respiratoire qui peuvent être à la fois évocateurs, par exemple, de distension si on ne mesure pas la distension thoracique. Alors, moi, par exemple, je fais des mesures de capacité inspiratoire pendant l'effort et pendant la phase de récupération. Donc, c'est vrai que je peux la mettre en évidence, mais pour qui ne fait pas ça, et donc pour des patients PPCO, tu as raison, on peut voir effectivement cette espèce de volume courant qui est un peu libéré, non, par la contrainte mécanique pendant l'effort, et donc on voit ce rebond de volume courant et cette chute de fréquence respiratoire. Dans l'autre cas, c'est pathologique, mais bon, on va le voir prochainement. On va évoquer des éléments, des propositions diagnostiques, des suspicions en fait. Mais c'est super intéressant, je trouve aussi la phase de récupération. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on veut vous montrer, c'est en fait les étonnements que nous avons, l'observation qu'on fait, et puis attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas simplement regarder un rapport tout fait, tout configuré, qui sont souvent bien faits. Hein, ce n'est pas une critique vis-à-vis des rapports, mais ça ne suffit pas. Il faut d'abord, quand on regarde un rapport, il faut d'abord vérifier les valeurs, être sûr que le rapport résumé reflète bien la réalité, être sûr qu'il n'y a pas une erreur, on n'a pas pris la valeur de VO2 de manière excessive. Parfois, sur 3 colonnes avec des chiffres, on ne voit pas la cinétique, on ne se rend pas compte des phénomènes cinétiques qui sont très importants, autant dans la phase incrémentale que dans la phase de récupération. Donc, on voulait vraiment attirer votre attention sur cette attention particulière à l'observation. Bernard, oui, il y a une question pour nous. Faites-vous des courbes des bivolumes pendant l'effort? Ah ben ça, c'est toi qui réponds. Vous apportez. Alors, moi, je ne fais jamais des boucles des bivolumes pendant l'effort. C'est juste ce que je fais, c'est des mesures c'est des manœuvres de capacité inspiratoire, mais pas des boucles des bivolumes pendant l'effort. Oui. Alors, je pense que la question a été posée parce que de temps en temps, il y a notamment les asthmologues voient souvent des gens qui font des bronchospasmes intra-exercice, alors que fréquemment, on considère que les asthmatiques font des bronchospasmes post-exercice. Et c'est vrai que certains patients font des bronchospasmes intra-exercice. Mais on ne fait pas, moi je te rejoins complètement Pierre-Antonio, on ne fait pas des courbes des bivolumes pendant l'effort, d'abord parce que ça perturbe le déroulement de l'examen,
quand on fait une épreuve d'exercice, en fait, il faut se poser une question. Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors, si on veut rechercher, par exemple, si on n'a pas d'orientation particulière devant un symptôme inexpliqué, il faut laisser les choses se dérouler de la manière la plus normale possible. Et puis ensuite, on fait des constatations et on réfléchit. Mais on ne peut pas perturber a priori l'examen sur une hypothèse. Et puis en plus de ça, faire des courbes débit et volume per exercice, je ne vois pas très bien ce que ça peut apporter. D'abord, sur le plan de la réalisation, c'est quand même pas simple. Et puis, si jamais il y a un bronchospasme per exercice, on peut le suspecter sur des modifications du pattern ventilatoire. Après, je comprends très bien, s'il y a une suspicion spécifique de bronchospasme induit par l'exercice, ce n'est pas le FX incrémental classique qui va répondre à cette question. C'est une épreuve d'effort spécifique, par exemple à l'air sec, par exemple, mais avec des paliers qui n'ont rien à voir et un protocole qui n'a rien à voir avec le FX incrémental dont on est en train de parler aujourd'hui. Absolument, absolument. Alors, je disais qu'il faut regarder les rapports résumés, bien sûr, avec les précautions qu'on vient d'évoquer. Il faut aussi quand même être attentif, jeter un œil quand même sur les données sources, la façon dont elles sont colligées. Alors, on ne peut pas le faire à chaque fois, mais enfin, quand vous avez un appareil, prenez un peu le temps de comprendre comment les rapports de données sources sont configurés, et notamment, j'attire votre attention sur les gaz du sang. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, vous voyez, par exemple, dans ce rapport, vous voyez sur la colonne de gauche la puissance, qui est de 170 et qui passe à 190 watts. Et le sujet a fait un gaz du sang, donc on a cliqué sur le bouton à, mettons, 190 watts, à la 20e seconde du palier de 190 watts. Qu'est-ce que fait l'algorithme? Il va recopier les gaz du sang pendant 1 minute, c'est-à-dire tous les cycles respiratoires, puisque les mesures sont faites à chaque cycle respiratoire. Hein, quand les mesures qui sont faites, débit ventilatoire, VE, VCO2, etc., sont faits à chaque cycle respiratoire. Donc, à l'exercice maximal, quand la fréquence respiratoire est très élevée, en 1 minute, vous avez beaucoup de cycles respiratoires. Et donc, certains appareils, de manière bizarre, vont recopier le gaz du sang que vous avez fait à telle seconde, vont le recopier pendant toute 1 minute. De sorte qu'il arrive, comme dans cet exemple-là, que vous avez le même gaz du sang à 170 watts, alors qu'il a en fait été ponctionné à 190, ou l'inverse. Donc, il faut faire attention à la façon dont sont configurées notamment les mesures externes comme les gaz du sang. Voilà un autre exemple sur un matériel, cette fois-ci, pour le coup, je le dis parce que c'est Cosmed. Donc là, vous avez la puissance. Donc là, il y a une partie qui est à 0 watts, une partie qui est à 20 watts, à 50 watts, à 70, à 90 et à 120 watts. Donc là, le gaz, par exemple, a été pris spécifiquement à 30 secondes. Et donc, vous avez des gaz qui ont été mis à 30 secondes et uniquement à 30 secondes, mais pas sur 1 minute. Donc ça, c'est correct. Donc, il a été indiqué à la puissance, en l'occurrence 0 watts, à laquelle il a été prélevé. Et si vous faites ici, le gaz a été, excusez-moi, le gaz a été fait à 9 minutes 50, à 80, non, pardon, il a été fait, que je ne dise pas de bêtises, à 10 minutes 20, donc à 100 watts. Il a été cliqué à 100 watts, alors qu'en fait, il avait été réalisé à 90 watts. Donc là, ce n'est plus l'erreur de la machine, c'est l'erreur du docteur ou de la technicienne, qui en fait a cliqué à un moment où il n'a pas été réalisé. Donc certaines machines, comme le Cosmed, permettent de remettre le gaz au bon moment où il a été réellement ponctionné, parce que de temps en temps, dans le feu de l'action, le docteur ou le technicien va pouvoir appuyer sur le bouton peut-être 2 minutes après. Et on a beaucoup, très fréquemment dans les rapports, des gaz du sang qui sont à des puissances auxquelles ils n'ont pas été prélevés.
Donc ça, ce sont des pièges auxquels il faut faire très attention. Le pire que j'ai trouvé, c'est sur cet appareil-là, où le gaz a été fait à 20 watts et un autre gaz a été fait en fin d'exercice à 90 watts. Et l'algorithme, malicieusement, va interpoler les valeurs de gaz du sang à chaque palier. Donc, vous allez avoir des gaz du sang à 80, 90 watts, etc., qui n'ont jamais été mesurés, mais qui ont été interpolés entre le gaz de 20 watts et de 90 watts. Évidemment, ça crée des erreurs manifestes dans le rapport résumé. Puisque dans le rapport résumé, vous aurez, mettons, 3 colonnes, le début, la fin, puis un seuil ventilatoire, et ça va vous mettre des gaz du sang au niveau du seuil ventilatoire, alors que vous ne les avez jamais fait. Et la prochaine fois que vous allez voir le patient, vous ne vous souviendrez pas. Donc, vous aurez dans vos rapports des choses qui sont en fait polluantes. Alors, Bernard, il y a des questions aussi pour nous. Alors là, bonjour, réalisez-vous des enregistrements débit-volume non forcés, donc pas des boucles débit-volume forcées, lors de l'exercice? Alors, moi j'ai répondu que je fais d'habitude des mesures de capacité inspiratoire lors de l'exercice. Question, donc réponse, quand la mesure de CI devient difficile, surtout dans le dernier palier, la boucle du volume enregistrée en même temps peut montrer le freinage. Alors, moi j'ai répondu de façon en fait vraiment personnelle que c'est complexe, car cela dépend aussi du logiciel que vous utilisez. Parce que c'est vrai qu'il y a des logiciels qui montrent en fait le volume par rapport au temps, mais pas forcément le volume à l'intérieur de la boucle du volume en temps, en fait, en instantané. Donc, ma réponse, en fait, dépend du logiciel aussi que vous utilisez. Il y a aussi d'autres, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, Bernard. Alors, oui, alors moi, je vais faire part de mon expérience, simplement pour alimenter la réflexion. Moi, j'ai fait beaucoup de capacités inspiratoires dans le cadre d'études et après dans le cadre de la pratique. Donc, dans le cadre d'études, c'était très protocolisé. On le faisait soit dans des tests incrémentaux, soit dans des tests en état stable. Après, dans la pratique, j'ai arrêté d'en le faire parce que je considère que faire des mesures de capacité inspiratoire perturbe, en tout cas, est susceptible de perturber le pattern ventilatoire, voire même la dyspnée. Et donc, je ne fais plus de capacité inspiratoire pendant les tests d'exercice quand c'est du one-shot, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour un symptôme inexpliqué. Éventuellement, alors après, la question c'est oui, mais est-ce que tu peux voir s'il y a une limitation expiratoire de début? Je pense qu'on a des arguments pour le suspecter fortement. Le premier argument, c'est par exemple de regarder la levée du VT en post-exercice. Le deuxième argument, c'est de regarder le pattern ventilatoire, qui peut être, ce n'est pas spécifique, hein, mais qui peut dire il y a effectivement une modification qui est compatible avec une distension thoracique. Ça ne mesurera pas l'importance de la distension thoracique, ce que fera la courbe, ce que fera la capacité inspiratoire. Mais est-ce que c'est important? Je ne suis pas sûr que ce soit important sur le plan diagnostique. En recherche, oui, mais en soins courants, je ne crois pas. Et puis le troisième point, c'est que je regarde le volume courant. Je crois que tous les logiciels le font, c'est-à-dire on voit la courbe des bivolumes instantanés. Et en fait, la courbe de volume des bivolumes instantanés, elle est quadrangulaire dans une respiration. Et dès qu'on voit sur la partie expiratoire un infléchissement, et on le voit très bien sur la moitié de la partie expiratoire, dès qu'on voit un infléchissement et que cet infléchissement est répété et régulier, c'est sûr qu'il y a une contrainte expiratoire. Alors là, c'est vrai, tu as raison. La CI, hein, ça ne mesure pas. Non, mais en fait, tu as raison, mais parce que pas tous les logiciels en fait font ça, hein, et montrent ça. Parce que tu as des logiciels qui montrent le volume courant par rapport au temps, mais pas forcément la boucle des volumes non forcés à l'intérieur de la boucle en fait maximale. En fait, la question, alors moi, je fais aussi les capacités inspiratoires parce que, en fait, par rapport à Bernard, moi, j'ai l'habitude de voir des patients en single shot et donc, je n'ai pas forcément le temps de revoir le patient et donc, je fais des mesures de capacité inspiratoire. Mais pas uniquement pour enregistrer, mesurer la
distension thoracique, mais aussi pour avoir des informations intéressantes sur le volume de réserve inspiratoire et le volume de réserve expiratoire, parce que ça peut donner des informations intéressantes sur comment en fait les muscles inspirent et expirent s'adaptent en fait et s'activent à l'effort, notamment chez les malades neuromusculaires, dont on a en fait une suspicion de composantes musculaires. Donc, pas uniquement pour la distension, mais aussi pour les autres composantes en fait qui font partie de l'activation et donc du profil ventilatoire à l'effort. Alors, ça c'est intéressant parce que, vous voyez, tout ce qu'on dit et nos différentes pratiques, ça répond, en fait, le problème c'est quelles sont les questions qu'on se pose. Pier Antonio, dans le cadre de son activité, on lui adresse des malades pour des questions spécifiques. Et donc, il a besoin de choisir ses outils qui correspondent à l'expertise qu'on lui demande. Moi, dans une autre configuration de FX, je ne fais pas ça, non pas parce que je trouve que ce n'est pas bien, je trouve que c'est très bien, j'en ai fait pendant des années, mais parce qu'aujourd'hui, je suis dans une configuration où je vois du tout courant. Et je vois aussi bien des malades cardiaques qui restent dyspnéiques, que des malades qui ont des dyspnées chroniques inexpliquées, que des malades qui ont des fibroses pulmonaires, etc. Donc, les questions posées nécessitent des adaptations méthodologiques particulières. Et donc, on a les uns et les autres le choix de travailler comme ceci ou comme cela en fonction des sollicitations que nous avons. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc n'hésitez pas à écrire directement vos questions par message. D'accord. Donc, avant de terminer, puisqu'on a atteint l'heure, je voulais vous montrer cet exemple-là, dont on vous donnera la solution plus tard. C'est juste pour bien conclure, en fait, c'est ça. Voilà, c'est juste pour bien conclure. Donc là, vous voyez un patient qui, en l'occurrence, a une dyspnée, mais qui est en bon état. Et vous voyez, ce sujet, il a une augmentation de la ventilation qui est normale, avec une pente, avec un seuil ventilatoire qui apparaît à peu près au niveau où il y a la flèche, c'est-à-dire l'augmentation non linéaire de la ventilation. Et vous voyez VO2 et VCO2. Donc, vous voyez que le VO2 augmente comme on l'a décrit et qu'à la fin, effectivement, il s'aplatit. Donc ça peut poser une certaine question. Tiens, c'est bizarre que le VO2 s'aplatisse. Pourquoi? Bon, alors que le VE augmente naturellement. Et vous voyez que le VCO2, le rapport VCO2 sur VO2, donc le RER, effectivement, est inférieur à 1 jusqu'à la flèche et ensuite que le VCO2 passe au-dessus du VO2. Donc ça, c'est le comportement, on va dire, normal et habituel. Le RER que l'on peut imaginer à partir de VCO2 et VO2, à un moment devient supérieur à 1 et va atteindre une valeur de, je ne sais plus, un 10, un 12, qu'importe. Donc ça, c'est ce qu'on voit habituellement. Alors, je vais vous montrer un autre sujet, qui est celui-là. C'est un sportif, vous voyez, qui fait un exercice d'assez longue durée. Et ce sujet, il a une augmentation de la ventilation normale. À la fin de l'exercice, tout chute immédiatement, VO2, VE, et vous voyez le VCO2. Et là, le VCO2, tout le long, est supérieur au VO2. Il n'y a pas de croisement entre VCO2 et VO2, même lorsque la ventilation devient plus importante. Vous savez que si VCO2 augmente au cours de l'exercice et si le RER devient supérieur à 1, c'est essentiellement parce que la ventilation augmente brutalement et fait sortir du CO2 non métabolique, puisque le RER n'est pas le QR. Le QR, c'est le coefficient métabolique qui résulte de l'oxydation des substrats, du glucide jusqu'au lipide. L'oxydation des glucides, c'est 1, c'est-à-dire qu'il y a autant de molécules d'oxygène consommées que de CO2 produit. Et le QR,
d'un lipide, d'un substrat lipidique, c'est 0,7 et c'est jamais inférieur à 0,7. Et donc, le coefficient métabolique, le QR, au niveau cellulaire, est entre 0,7 et 1. Lorsque le RER qui veut refléter le QR est au-dessus de 1, c'est parce que le CO2 non métabolique, qui provient de la réserve de bicarbonate soluble, est dégazé, et donc on recueille dans VCO2 deux sources de CO2. Et là, curieusement, on voit le VCO2 qui est toujours et constamment supérieur au VO2, ce qui physiologiquement, en tout cas en première intention, n'est pas normal. Alors, nous avons une autre question, pardon Bernard, qui arrive. Est-ce que la récupération active peut-elle changer la récupération de la fréquence cardiaque? Comment peut-on standardiser la récupération? Alors, ça, c'est une bonne question parce que je ne l'ai pas dit et je m'en excuse. C'est qu'une des questions que se posent les investigateurs, c'est comment il faut récupérer. Il y en a qui disent, bon, d'emblée, c'est 0 watts. Il y en a qui disent surtout pas parce qu'ils vont faire un malaise vagal, ce qui est vrai donc, chez certains sujets, ce qui n'est pas vrai chez d'autres. J'ai quelques collègues cardiologues comme François Carré qui me disent non, non, on les met à 0 watts tout de suite, ça se passe bien. Et puis d'autres, dont je fais partie, sont plus prudents. Ouais. Donc, en l'occurrence, si les gens font une puissance très élevée, il faut quand même, ou en tout cas plus exactement, si les gens font une puissance inhabituelle, c'est-à-dire qui pour eux est très élevée, il faut quand même récupérer au moins pendant la première minute à peu près la puissance, au minimum la puissance de l'état stable de démarrage. C'est-à-dire que si on a commencé à 30 watts, on se met à 30 watts. Ça, c'est une condition de, on va dire, de prudence. Mais très rapidement, s'il n'y a pas de chute de pression artérielle, s'il y a une bonne tolérance, on peut laisser en pédalage en roue libre. Maintenant, si on laisse 30 watts pendant 3 minutes, ça ne perturbe pas du tout la chute de fréquence cardiaque, la chute de VO2, la chute de ventilation. Ça, c'est sûr. Par contre, si vous passez de 200 watts à 100 watts, bah, c'est sûr que la fréquence cardiaque va ralentir plus lentement. Mais si vous vous mettez à entre 16 et 20% de la puissance maximale, donc grosso modo le palier d'état stable de départ, la cinétique, la chute brutale de VO2, VCO2, fréquence cardiaque, elle n'est pas perturbée. Donc vous pouvez observer les phénomènes qu'on a décrits tout à l'heure. Très bien, merci. Voilà. Donc, pour terminer, c'est une question. Vous voyez cette courbe bizarre là. Donc, quand on voit ça, je terminerai là-dessus, je ne vous donnerai pas la solution. Quand on voit ça, la première chose qu'on se dit, alors qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas d'erreur de mesure, a priori, pourquoi? Parce que le patient d'avant, il avait des mesures normales. Le patient d'après, il avait des mesures normales. Bon, ce n'est pas du 100%, hein, mais ça rassure. On voit ça, quand même. Quand même. Pourquoi il n'est pas comme ça? Il hyperventile pas mal. Regardez, il fait 310 watts. Il va à 124 litres minute. Il a un RER à 1,51 et au départ, en état stable, il avait un RER à 1,15. En intermédiaire à 190 watts, alors qu'il se balade à 190 watts, il a un RER à 1,30. Quand même. Première chose qu'on se dit, parce qu'on peut faire plein d'hypothèses complètement saugrenues, on peut se régaler. Première chose qu'on se dit, avant de faire des examens de docteur, on va revoir si c'est reproductible. Et si c'est reproductible, c'est la fête. Parce que là, on va réfléchir. On va trouver des trucs tordus. Et on va être un champion. Et par contre, si ce n'est pas reproductible, on va appeler le fabricant, on va lui dire, putain, ta machine, c'est de la merde. Dans les deux cas, on est content. Voilà ce que je voulais vous dire.
Un grand merci Bernard et Pierre-Antonio pour cette présentation très enrichissante qui témoigne encore une fois d'une longue expérience dans la réalisation et l'analyse des épreuves d'effort. Et il y aura certainement la deuxième partie, hein. Donc pour avoir les réponses à des questions. Et je vous laisse la parole, Pierre-Antonio et Bernard, pour clôturer cette session. Vas-y, Pierre-Antonio. Ben, je peux commencer. Merci à Cosmed, à Mohamed et Soufiane, et aussi merci à toi, Bernard, pour cette présentation. Et merci aussi aux participants. À un moment donné je n'ai vu 76 ou 77, ce qui est vraiment incroyable. Pour ce qu'on dit, en fait, les fixes est vraiment peut-être une niche, mais en fait, non, ce n'est pas le cas. Et donc, c'était très amusant de voir et aussi très intéressant de voir cette belle participation. Et merci encore pour l'invitation. Et on se voit le 4 juin pour essayer de répondre à certaines questions ou pour alimenter aussi d'autres questions. Exactement. Et puis, n'hésitez pas, merci d'avoir été présent à cette heure tardive. N'hésitez pas si vous avez des idées, si vous avez observé des trucs bizarres, n'hésitez pas à les envoyer. Passez par Cosmed, même si ce n'est pas votre fabricant, vous passez par moi directement. Mais n'hésitez pas quand vous avez des questions d'observation. Toutes les observations de terrain sont bonnes parce que c'est à partir des observations de terrain qu'on a des bonnes idées. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci et à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.